Bonjour la zone. A-t-on déjà vu plus ringardos? C'est chaud. Sa mère la pute. Mon installation son, elle est dans mes seins gros. En ce moment, on joue Edelweiss à l'Odéon, une pièce mise en scène par Sylvain Crouzbeau et écrite par ta daronne. Attends, je peux pas dire n'importe quoi. C'est du théâtre subventionné. Je voulais te faire une vidéo. Te récapituler un peu les enjeux historiques si tu vas la voir, parce que c'est une pièce sur 39-45, la Seconde Guerre mondiale, du point de vue nationaliste, collaborationniste et ou fasciste, tu verras, il y a des nuances, avec un acteur qui parle en suédois ou en langage des signes selon son désir, selon les soirs. Cette vanne est médiocre. Remets le pied à l'étrier, meuf. L'humour, c'est un cheval. Si tu as de le rider, tu as une flamme sacrée. C'est pas toi, mais moi, avant d'étudier évidemment pour la pièce, maintenant j'en sais un peu plus. Je me souvenais juste du maréchal Pétain. Et voilà. Quand bien même, j'ai l'impression que c'est le seul sujet qu'on voit en histoire dans l'école publique française. Je me souviens qu'une année, le prof d'histoire avait dit à la place de la Seconde Guerre mondiale, on peut faire la guerre d'Algérie. On avait fait ouais, la guerre d'Algérie, on choisit la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, on veut étudier ça. Et il avait fait. Alors le maréchal Pétain. Maréchal, tous tes enfants qui t'aiment. Déjà, pour recontextualiser, la Deuxième Guerre mondiale, c'est après la Première Guerre mondiale. Et vénère tes enfants. En gros, ce qu'il faut savoir. Oh, pas mal cette ruelle sombre. J'irais bien m'y faire agresser. En 1939, quand on est en mode c'est la guerre avec les Allemands, toute la France est en mode no, I don't want a fucking war again, my face is like burnt. Non, je rigole, personne ne parlait anglais car ils étaient tous anglophones. Ma fouille, pour une guerre des plus, mon Roy. Donc le gouvernement fait appel au maréchal Pétain, qui était le grand vainqueur de Verdun de la Première Guerre mondiale, quand bien même il a 84 ans, pour être sûr de gagner la guerre, de vraiment se battre et il est en fait pour arrêter tout. Et ici, il y a un armistice, le petit bâtard. Et je dis bien armistice et non capitulation, c'est la grande différence. C'est que une capitulation, c'est signé par les militaires. Ça veut dire en gros, j'ai perdu. Oh, ça a été vulgaire. J'ai perdu cette bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Tu peux continuer à te battre, tu peux continuer à faire plein de trucs. Et un armistice, c'est signé par les politiques, donc qui font que théoriquement les militaires n'ont plus le droit de se battre, que tu rends ton armée. Pour la France en particulier, tu démilitarises ta flotte coloniale. Mais aussi et surtout, et ça c'est l'article 19 de cet armistice, mon préféré, tous les réfugiés de guerre, notamment donc les juifs polonais et allemands qui s'étaient réfugiés en France, doivent être livrés à l'Allemagne. Thank you, Maréchal Pétain. Et c'est censé mener vers un traité de paix assez rapidement, sauf que là, comme on va le voir, ça a mis 5 ans. La France, elle est souveraine sur tout son territoire, c'est-à-dire que les Allemands laissent un gouvernement français qui va administrer la France, mais ils en occupent la moitié. Donc il y a une zone nord qui est à peu près partagée en deux, sauf qu'ils gardent aussi l'ouest pour les ports, au cas où d'un débarquement et tout ça, et vers Bordeaux et tout. La République va être renversée. Assez d'un commun accord, même des gens de gauche et tout ça, la Troisième République, elle est de toute manière considérée comme malade, on n'arrive pas à prendre des décisions et tout ça. Et le maréchal Pétain prend les pleins pouvoirs et crée un gouvernement. Il faut imaginer que la France, à ce moment-là, elle a une défaite terrible, elle est complètement humiliée, elle veut du changement. Donc le maréchal Pétain va déclarer qu'il va entrer dans la politique de collaboration. Cette politique de collaboration, elle a une histoire étrange parce que pendant longtemps, on l'a jugée à l'aune des procès des responsables de la politique de collaboration. Et eux, pour se défendre, ils vont dire « mais nous, on était acculés ». On était forcés. Et notamment cette théorie qui va sortir pendant le procès par Jacques Izorni, qui était aussi l'avocat de Robert Brasillac, donc on voit au début du spectacle. Et Jacques Izorni va sortir cette théorie, qui est la théorie du glaive et du bouclier. Le glaive, ça aurait été la résistance extérieure faite par le général de Gaulle qui s'exile en Angleterre, et le maréchal Pétain qui dit « moi je reste sur le territoire et je résiste aux Allemands en faisant une politique de collaboration, c'est-à-dire pour empêcher le fait qu'ils envahissent toute la France, qu'ils nous asservissent, comme ils ont fait dans d'autres pays. » Sauf que cette théorie, elle a été mise à mal dans les années 70 par Paxton. Et Paxton, il va commencer à regarder dans les archives allemandes. Et il va dire, mais en fait, il n'y a aucun signe des Allemands qu'ils ont envie d'écraser la France. Au contraire, même, ça les arrange énormément, cette politique de collaboration, parce qu'ils n'ont pas à l'administrer, ce qui serait énorme d'administrer la France. On va même voir que le gouvernement de Vichy va aller au-delà des désirs des Allemands. Lui, le maréchal Pétain, il va faire ce qui est, pour Paxton, de ce que j'ai compris moi, le plus condamnable, c'est qu'il va continuer à faire de la politique, et à réformer la France
dans ses bases et dans ses profondeurs, dont il reste encore aujourd'hui des choses d'ailleurs, des choses qui ont changé pendant Vichy et qui restent encore aujourd'hui, alors qu'il est sous l'œil de l'ennemi et sous une convention d'armistice. C'est-à-dire qu'on avait juste demandé d'administrer la paix, enfin de créer la paix et d'administrer la France. On voit par exemple qu'Hitler, la France, la Révolution nationale, tout ça, il n'a jamais demandé à la France de réformer ses institutions. Les lois raciales, c'est une loi de volonté française. Tu dirais que la France, c'est quoi pour l'Allemagne? C'est un grenier, quoi. Non, mais en fait, c'est un grenier dans lequel on vient prendre du blé et en plus, dans lequel on n'a pas besoin de l'administrer parce que la France s'administre elle-même. Ce qui l'intéresse, l'Allemagne, c'est l'Est. Donc eux, ils sont là à dire non, on conserve notre art de vivre grâce à nous, mais en fait, ça n'a jamais été vraiment en péril. On exagère quand on dit ça, bien évidemment, ils sont là, ils occupent la France, une partie de la France et tout ça. Mais en fait, donc la théorie du glaive et du bouclier, ça tient pas du tout. Deuxième point, mais c'est bientôt terminé, les personnages. Qui sont-ils et elles, mais surtout ils? Pourquoi les faire ressurgir du passé au risque de les faire raisonner avec des figures actuelles et de nous faire peur? Tu vas voir, il y a vraiment 50 nuances de faf entre la nationaliste française germanophobe qui a perdu son mari pendant la Première Guerre mondiale, Jeanne Rebattet, ou le nationaliste collaborationniste aussi, Robert Brasillac par exemple, mon personnage, qui lui finit par accepter l'Allemagne, même s'il la rejette après, mais dans un idéalisme fasciste plutôt européen. Ou l'ange du désespoir. mais aussi des politiques comme Pierre Laval ou Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne en France. Et quelle est la nuance entre le pouvoir d'un politique et d'un intellectuel? Qu'est-ce que ça fait quand un intellectuel se mêle de politique? Comme Lucien Rebattet, l'auteur des Décombres, véritable best-seller de l'occupation, véritable Zemmour des années 40. Philippe Henriot, la voix de la France, Louis-Ferdinand Céline, qui déteste tout le monde, et Pierre-Darieux La Rochelle, qui s'est trompé. Nous avons joué, j'ai perdu. Je réclame la mort. D'ailleurs, je vais me la donner moi-même. Je n'ai aucune curiosité pour le monde qui va venir. Et puis, je n'ai guère envie de me faire étripailler dans une émeute de concierge. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.